notre étude systématique, on va terminer et approfondir le cinéole au travers 2 monographies. On va aujourd'hui s'intéresser à la lavande dite aspic, Lavandula latifolia, et on va rencontrer 2 principes actifs dans cette huile essentielle que l'on confond souvent, l'eucalyptol et le camphre. Ensuite, on va continuer l'étude de ce 1,8 cinéole à travers l'huile essentielle de romarin officinal. Il y a de nombreux schémotypes dans le romarin officinal. On va étudier aujourd'hui celui à cinéole. Et nous aurons aujourd'hui terminé la longue série des huiles essentielles à cinéole. Alors, pour vous faciliter le travail et pour vous aider à bien comprendre l'impact des familles botaniques, j'ai essayé de les regrouper. C'est-à-dire qu'on a vu 2 myrtacées à cinéole, nous avons vu 2 lauracées à cinéole, et aujourd'hui nous voyons 2 lamiacées à cinéole. Donc on voit l'impact de la molécule, l'action chimique de la molécule en elle-même, mais dans son environnement. Et son environnement, c'est quoi? C'est un pool de molécules, principalement si on se place d'un point de vue biochimique. Et ce pool de molécules, il est fonction de la famille botanique. Ainsi, dans les myrtacées, on va retrouver fréquemment certaines molécules, des composés soufrés notamment, avec une petite odeur de pipi de chat. Dans les lauracées, nous allons retrouver d'autres molécules, notamment du safrole et du méthylogénol, que les toxicologues qui comprennent rien aux produits naturels craignent, parce que quand ils les utilisent seuls chez la souris, à long terme et à dose d'empoisonnement, ce sont des molécules qui ne sont pas extraordinaires. Et puis dans nos lamiacées que nous étudions aujourd'hui, on a aussi, je vais dire, un génie. À peu près dans toutes les lamiacées, je vais retrouver du bêta-cariophyllène, une molécule très intéressante qui est un sesquiterpène anti-inflammatoire, entre autres. Voilà un petit peu pourquoi la logique du programme. Ce n'est pas tiré au sort en fonction des humeurs. Je vous présente des essences qui ont des points communs et je vous invite au maximum à comparer ces essences. Ce qui nous manque dans la littérature aujourd'hui, c'est l'intelligence, la compréhension de l'huile essentielle. Vous allez trouver des listes de propriétés dans tous les ouvrages qui sont beaucoup trop nombreuses. Parce que si j'ai 30 huiles essentielles mucolytiques, expectorantes, mais laquelle je vais utiliser et pourquoi? Je prends la moins chère? C'est pas cohérent. Donc, nous, ce que nous devons faire ici ensemble, c'est de pouvoir comprendre comment l'huile essentielle agit, quel est son génie thérapeutique, et pourquoi je vais choisir un romarin plutôt qu'un eucalyptus dans une situation bien précise, alors que le principe actif majoritaire, c'est le même. Vous comprenez? Donc, c'est un petit peu vers ça que j'espère vous conduire. Donc, pour en revenir à ce conseil majeur et précieux, comparez-les. Essayez de vous demander pourquoi une, pourquoi l'autre. 2 huiles essentielles qui ont les mêmes principes actifs, une lavande et un petit grain bicaradier. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les 2? Quand est-ce que je vais choisir le petit grain? Quand est-ce que je vais choisir la lavande? Vous voyez, c'est comme ça que vous allez vraiment comprendre le génie de ces essences et que vous allez progresser avec tout ça. Mais avant de rentrer dans ces monographies, on va reprendre notre cours d'anatomie pour continuer avec l'étude du système osseux. Système osseux qui est généralement associé avec le système articulaire parce que les os tiennent ensemble grâce aux ligaments. Et puis nous avons, pour éviter l'usure des frottements des os l'un contre l'autre, toute une articulation qui permet la mobilité de ce système ostéo-articulaire.
Donc, je vous invite à prendre les notes de cours, surtout pour ceux qui sont à distance. Vous allez prendre vos notes de cours donc à la page 31. Et tout d'abord, vous allez voir un magnifique schéma, le squelette. Alors, je vous invite à le lire pour vous remémorer le nom des principaux os du corps. Mais je ne vous interrogerai pas sur le squelette, bien sûr, et je ne vous demanderai pas le nom de tous ces os. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi, je vais essayer de vous présenter ici les grands principes. Ces grands principes, c'est que ce système osseux est constitué de deux choses principalement. Des protéines, donc des cellules osseuses constituées de protéines, et bien sûr le fameux calcium, des minéraux. Ce système osseux représente un stock de minéraux énorme. Et il se fait que dans certaines circonstances, le corps va avoir un besoin accru de minéraux. Ces circonstances, ce sont des circonstances acides. Quand le corps s'acidifie, l'organisme va avoir impérativement besoin d'aller chercher des minéraux. Alors, il va commencer par les tissus les moins importants, les ongles et les cheveux. Donc, quand je m'acidifie, la première chose qui va se passer, je vais perdre les cheveux et je vais avoir les ongles qui cassent. J'ai déjà évoqué brièvement le sujet avec vous. Voilà, grande réserve minérale. Dans un deuxième temps, la peau va fournir des minéraux et va perdre de sa souplesse. Elle va fournir principalement de la silice et perdre de sa souplesse. Donc la peau va rider, va vieillir, va se relâcher. La paroi des veines aussi, qui sont, si vous voulez, des peaux intérieures, avec des problèmes de varices, de petits vaisseaux qui vont éclater, etc. Et puis, le système osseux va être un grand fournisseur également de minéraux, et certains terrains qui sont particulièrement acides vont, avec l'âge, être sujets à une perte de densité osseuse, à une perte minérale au niveau osseuse, une déminéralisation et une fragilisation de l'os. L'erreur que commet l'industrie alimentaire, hein, les Danone et compagnie, et puis l'industrie pharmaceutique aussi, hein, qui suit à pieds joints devant cette manne, c'est de vouloir compenser ce problème en donnant du calcium. Pourquoi? Ben parce que ce n'est pas le calcium qui fait la solidité de l'os. On va prendre une expérience très simple. Vous prenez dans l'alimentation, vous cuisez un poulet, vous prenez un os de poulet. Quand il est cru, il a une certaine solidité. Vous essayez de le casser avec les doigts et vous devez exercer une force particulièrement importante pour pouvoir casser cet os de poulet. Vous mettez l'os de poulet au four, hein, quand vous profitez que vous êtes en train de cuire, voilà, une tarte, une pizza, que sais-je, vous laissez l'os au four pendant 3/4 d'heure à 180 degrés, vous le sortez du four, vous essayez de le casser, il casse comme du verre, il casse très facilement. Pourtant, il n'a pas perdu un gramme de calcium. Donc le calcium n'a jamais participé à la dureté de l'os. Ce qui fait la dureté de l'os, c'est la protéine. C'est la protéine qui a été cuite quand j'ai mis l'os dans le four. C'est pas le calcium. Le calcium, c'est un caillou ça cuit pas. C'est la protéine qui cuit. Donc, si j'ai une fragilité osseuse, qu'est-ce que je dois faire? Prendre des oméga 3 et prendre des acides aminés, de l'alpha-clamate, de la spiruline. C'est ça qui va me donner des os forts. Et certainement pas des Danone ou du calcium. Le calcium, il va faire quoi? Il va se déposer dans les reins, vous allez faire des pierres aux reins. Il va se déposer dans les artères et vous allez avoir des problèmes d'athérosclérose, de sclérose des artères, etc. Dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas d'atteinte du tissu nerveux.
Donc, voilà un petit peu le point le plus important sur ce système ostéo-articulaire. Alors, la chose la plus importante à faire, c'est d'éviter l'acidose tissulaire. Éviter l'acidose tissulaire, c'est principalement la paix intérieure, parce que 70% des acides sont d'origine psycho-émotionnelle et 30% seulement de l'alimentation. Évidemment, le stress, le sport de haut niveau, l'exercice intense, le bruit, etc., tout ça sont des facteurs d'acidification de l'organisme. Si je suis soumis à des conditions acidifiantes, il va falloir que j'apporte des minéraux à l'organisme pour éviter qu'il pompe dans ses tissus et dans ses réserves. Donc, je prendrai un surplus de tisanes, de plantes riches en minéraux, par exemple. Il y a différents produits, dont un que j'ai déjà évoqué avec vous, le plasma marin hypertonique, qui sont des apports de minéraux équilibrés, biodisponibles, tout à fait remarquables. Faites très attention avec les apports de minéraux compléments alimentaires et extérieurs, parce que l'homme n'est pas fait pour pouvoir digérer et assimiler les minéraux. Les minéraux que nous pouvons assimiler doivent avoir été au préalable élaborés par le monde végétal ou bactérien. Et alors là, les minéraux peuvent être assimilables. Quand vous avez... pourquoi on ne conseille pas l'eau du robinet? C'est quand même la principale source de calcaire et de calcium. Donc, en cas d'ostéoporose, on pourrait boire l'eau du robinet. Mais ce calcaire de l'eau, de cette eau dure de ville, n'est absolument pas assimilable. C'est en fait l'eau qui est passée dans des roches calcaires et qui a dissous les cailloux. On ne peut pas s'alimenter de cailloux. On n'a pas un système digestif et un organisme qui est adapté à l'assimilation des minéraux présents dans la roche. Par contre, quand on prend une amande qui a assimilé le calcium du sol, alors oui, le calcium est assimilable. Le calcium de l'amande est assimilable, mais le calcium de l'eau du robinet, non, il n'est pas assimilable. Quand vous voyez le pépère à la télévision nous faire la promotion de son eau riche en magnésium, etc., c'est une escroquerie. Plus l'eau est riche en magnésium, moins elle est bonne pour la santé. Arrêtons de délirer. La meilleure eau, c'est l'eau qui contient le moins de résidus secs. C'est l'eau la moins riche en minéraux. Une des eaux la moins propice à la minceur, ce sont les eaux dures, comme Contrexéville. Parce que plus l'eau est chargée en minéraux, par le jeu des pressions osmotiques, l'organisme va devoir garder de l'eau pour diluer ces minéraux. Et donc, ce sont des eaux qui provoquent plutôt des rétentions d'eau, plutôt que de favoriser l'élimination. Si vous voulez maigrir, buvez de l'eau distillée. Voilà. Ben oui, mais c'est clair. Voilà. C'est particulièrement déminéralisant. C'est très bon de boire de l'eau distillée, mais une cure de 10 jours, une fois ou deux par an, mais pas régulièrement, sinon vous allez vous déminéraliser complètement. Donc, la première source de pathologie de notre système ostéo-articulaire, c'est l'acidose tissulaire. La deuxième source des problèmes que nous allons pouvoir éprouver au niveau du système ostéo-articulaire vient de troubles de la flore intestinale, d'un intestin qui est devenu hyper perméable, c'est-à-dire il est percé, il y a des trous, des fuites, des ports d'entrée pour les très nombreux germes qui se trouvent dans le système, l'écosystème intestinal, dans le microbiote. Et une fois que ces germes vont rentrer dans l'organisme, le système immunitaire va se mettre en œuvre et en route. Et la première ligne de défense du système immunitaire, c'est l'inflammation. Et donc, on va souffrir de douleurs qui peuvent être localisées sur un point de faiblesse, la hanche, le genou,
mais qui peuvent se déplacer aussi, comme dans la fibromyalgie, etc., où vous avez un jour terriblement mal à l'épaule, et puis le lendemain, c'est le bas du dos qui fait mal. Le troisième grand point qui va porter atteinte à l'équilibre du système ostéo-articulaire, j'ai envie de dire que c'est le vécu intérieur, l'équilibre psycho-émotionnel qui va aboutir à des tensions au niveau de chaînes musculaires, parce que les muscles ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils font partie de grandes chaînes, un petit peu comme une chaîne que l'on pourrait porter autour du cou avec une médaille. Si vous avez un maillon qui est plus faible que les autres, il suffit que vous accrochiez un peu le bijou et il va casser à l'endroit du maillon plus faible. Au niveau des muscles, c'est un petit peu la même chose. Ces muscles sont comme les maillons d'une chaîne. Ça forme vraiment des chaînes musculaires. Alors, quand nous avons des mal vécus, des frustrations, des tensions intérieures, etc., nous allons avoir des tensions au niveau de certaines zones du corps et ça va modifier la posture de l'organisme. Vous avez des thérapeutes très fins, très sensibles qui sont posturologues et qui vont avec des outils subtils, des épaisseurs pas plus importantes que 2-3 feuilles de papier, hein. Donc un demi-millimètre, parfois un tiers de millimètre, etc., à une zone du pied et autres, permettre de remettre la colonne vertébrale dans son axe, de restaurer la posture et de soulager des pathologies ou des problèmes qui traînaient depuis des décennies, des sciatiques, des torticolis, des cruralgies, et même des douleurs parce que une mauvaise posture peut compresser, le poumon peut compresser un organe comme l'estomac, le foie, etc. Excusez-moi, la première source de déséquilibre au niveau de l'appareil ostéo-articulaire, je n'ai pas bien compris. C'était l'acidose, l'acidité. Oui. Ouais. Voilà un petit peu pour les causes principales des souffrances du système ostéo-articulaire. Alors, il y a 30 ou 40 ans, rencontré un de ces fameux posturologues qui, lors d'une conférence, s'est amusé à montrer les postures que prenaient les gens, avec voilà, les bras, avec les épaules qui rentrent, ou au contraire en bombant le torse, en relevant le menton, ou au contraire en baissant la tête, etc. Et en décrivant un petit peu comme avec les huiles essentielles la caractérologie de chacune de ces postures. C'était sublissime, c'était jouissif, c'était remarquable. Remarquable de pertinence, etc. Après, il y a toute la science de la morphopsychologie qui est très intéressante également. Monsieur, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ici en Belgique. Écoutez, moi, j'ai pas vraiment consulté, donc ceux que j'ai connus, ils exercent plus et ils s'occupaient surtout de grands sportifs qui souffraient de tendinite, au tendon d'Achille, au genou, etc. Donc, en rééquilibrant avec des toutes petites épaisseurs, en fait, ils travaillaient notamment en faisant courir des sportifs sur un tapis roulant, une espèce de tapis roulant, mais transparent avec une caméra en dessous. Et donc, ils filmaient vraiment les surfaces de contact du pied nu sur le sol. Et en fonction des surfaces d'appui, etc., avec des micro-semelles, etc., ils rééquilibraient la posture pour éviter les tendinites chez les sportifs. Voilà. Mais oui. Bon, j'ai été en voir un à la Louvière, il y en a deux. Bon, je cherche les noms de vous les puis. Et entre autres, c'est un kiné qui s'est formé à Paris et qui traite les sportifs. Oui, oui. Et qui fait ses semaines après nous avoir fait faire. Oui, oui.
comme vous expliquez. On m'en a déjà parlé, mais je ne les connais pas, donc je ne vais pas me prononcer. Je connais, les plus célèbres sont à Lille, je pense. Voilà, on m'a parlé vraiment d'enseignants à Lille. Maintenant, je sais qu'à Oudin et à la Louvière, il doit y en avoir également. J'ai eu des élèves qui les ont consultés, entre autres. Pour les musiciens, le côté de Liège, c'était un cabinet spécialisé. Oui. Donc, si vous voulez, il y en a énormément. Ce n'est pas rare. C'est un métier avec de nombreux posturologues. La plupart ont une action physique. Or, comme on sait que c'est le psycho-émotionnel qui a déséquilibré la posture, voilà, il y a c'est comme pour tout, il y en a 1% ou 2% des posturologues qui ont vraiment une approche globale et qui ont pu dépasser le physique pour aller vraiment en profondeur. Et là, on est de l'ordre presque de la psychanalyse, et non seulement vous rééquilibrez la posture, mais vous touchez des problèmes qui datent peut-être de l'enfance, de la petite enfance, même peut-être plus loin encore, vous voyez. Parce que à partir du moment où on ne joue que sur le physique, si la cause est toujours présente, on fait que déplacer le problème. On peut déplacer le problème et voilà. Si le corps ne peut... Rappelez-vous, hein, c'est le début du cours. Hein, chaque fois que l'on empêche un symptôme, on aggrave l'état du patient. On passe d'un stade en un stade. Et donc, faire de la posturologie sans aller au-delà, c'est faire le chemin du cancer. Pourquoi? Parce que le corps exprime sa souffrance dans l'attitude et la posture. Vous lui empêchez de l'exprimer comme ça. Comment va-t-il exprimer cette souffrance? De plus en plus profond, jusqu'à ce que ça altère l'ADN même de la cellule. Voilà. Ça, c'est un des drames de la société actuelle, c'est de chercher toujours une solution à nos problèmes à l'extérieur et de vouloir toujours déplacer les problèmes et de faire uniquement de la symptomatologie. Si quelqu'un se fait des migraines parce qu'il bouffe comme un cochon, vous lui donnez des aspirines, il continue à bouffer comme un cochon, il va finir avec une cirrhose. Ne prenons pas d'aspirine, bon sang. Gardons notre migraine jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on bouffe comme un porc. Voilà. Non, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc après ces bonnes paroles, oui, j'ai envie peut-être aussi d'éveiller un petit peu à cette notion. Quand l'enfant naît, les os ne sont pas formés, c'est du cartilage, ils sont tout souples. Sinon, ils naîtraient avec des dizaines de fractures. Donc, les os ne sont pas encore soudés entre eux et un bébé, je pense, a 40 os en plus qu'un adulte. Donc, les os du bébé vont se souder et leur nombre va diminuer avec l'âge. Et au début, le bébé, il n'est pas conscient, il n'a pas conscience de lui. Par contre, il a une sensibilité, une hypersensibilité, il ressent l'émotion de la maman, il ressent l'émotion de l'entourage, il ressent voilà, des énergies négatives de personnes qui pourraient être présentes, etc. Il va pleurer à un certain moment, etc. On dit qu'il rit aux anges aussi, parfois il va se mettre à regarder fixement dans le vide et se mettre à sourire comme s'il voyait quelqu'un qui souriait, etc. Et puis, il va perdre cette sensibilité quand il va gagner en conscience de lui. Au début, il dit bébé a fait une bêtise, il dit bébé a fait tomber ou bébé a cassé, et après il dira je. Et quand il dit je, quand il commence à avoir la conscience de lui-même, il va densifier son squelette. Et plus je suis conscient, plus mon squelette est dur. Et quand on voit dans les homes les personnes âgées, on dit qu'elles retournent en enfance et elles perdent un petit peu la conscience d'elles-mêmes. Elles ont du mal à faire la distinction entre le réel
et l'onirique, ce qui s'est passé le jour et ce qui s'est passé la nuit, ce dont elles ont rêvé la nuit et ce dont elles vivent réellement le jour. Et on voit des personnes âgées qui s'imaginent un amoureux imaginaire qui vient leur dire bonjour, qu'elles ont vu passer à travers la fenêtre alors qu'elles sont au deuxième étage, enfin bon, il y a des choses comme ça. Et le squelette se perd en densité à ce moment-là également. Et en fait, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet, il y a une ostéoporose qui est maladive quand le terrain est trop acide, entre autres, avec des risques de fracture de la hanche, etc. Et il faut éviter ça. Mais le terrain homéopathique qui est prédisposé à une ostéoporose pathologique, ça représente à peu près une personne sur 4, 25%. Donc 25% qui a un terrain prédisposé. Maintenant, s'il y a une bonne alimentation, si on a fait attention, si on a pris peut-être quelques compléments alimentaires, etc., il n'y a pas de risque. Mais comprenez bien que 75% de la population ne sont pas à risque et ne sont pas concernés par le risque d'ostéoporose. Et au contraire, cette perte de densité osseuse est permissive justement à une évolution intérieure, j'ai presque envie de dire intellectuelle, mais en tout cas de conscience. Et c'est pas pour rien que la plupart des États choisissent des présidents qui sont septuagénaires. Donc, ce qu'on attend du troisième âge, voire du quatrième âge, c'est d'avoir cette capacité, ce recul, cette sagesse, cette expérience, etc. Et à partir du moment où, par des hormones, un traitement hormonal substitutif, par des minéraux, par des protéines, etc., on veut empêcher cette perte de densité osseuse, on emprisonne l'individu dans une espèce de camisole et on l'empêche d'évoluer. Et après, qu'est-ce que l'on a? On a des vieillards qui sont des ados attardés, des journalidés shootés à la DHA, aux hormones, etc., et qui sortent avec des petites gamines et qui se comportent comme des adolescents, quoi. Mais la société a besoin de ce pilier, a besoin de se reposer sur la sagesse du troisième âge, de nos aînés, de nos retraités, etc. Et cette sagesse, elle s'acquiert grâce justement à une certaine perte de densité osseuse. Ne nous laissons pas faire par cette industrie pharmaceutique qui est arrivée à, je vais dire, à un plafond et dont la seule source de revenus, la seule source de croissance possible est d'inventer de nouvelles maladies. On a des médicaments pour tout. On est arrivé à surmédicaliser, à surmédicamenter tous les symptômes, tous les malaises, toutes les pathologies, etc. La seule chose qui reste à l'industrie pharmaceutique pour continuer à croître, c'est d'inventer des maladies qui n'existent pas, des nouvelles maladies. Le cholestérol en est une, l'ostéoporose en est une. Et maintenant, les émotions sont devenues des maladies. Vous vous rendez compte, le deuil, etc., c'est une maladie. Non, je regrette l'angoisse, le cauchemar, l'anxiété, le deuil. Non, ce ne sont pas des maladies, ce sont des émotions. Et il ne faut pas prendre des médicaments chimiques pour chaque fois qu'on a une émotion de travers, bien sûr. Je continue mon cours. Donc, vous aviez le premier schéma, le squelette. Par contre, le deuxième schéma représente une articulation. Et ce schéma-là, je vous invite vraiment à l'étudier parce que dans un des deux questionnaires d'examen à la fin de l'année, ce schéma s'y trouve. On utilise les huiles essentielles en cutané sur 3 grands systèmes, pour les problèmes de peau, pour les problèmes respiratoires et pour les problèmes articulaires. Ce sont les 3 principales utilisations des huiles essentielles par la peau. Donc, évidemment, l'anatomie de la peau, l'anatomie du système respiratoire et l'anatomie de l'articulation font partie des questions principales de l'examen. Voilà, je vais peut-être partager
avec ceux qui sont à distance, pour que vous puissiez suivre la souris, et ça me permettra de mieux vous présenter cette articulation. Donc, a priori, vous avez l'articulation devant vous. Donc, évidemment, le tissu osseux, hein, représenté en jaune clair, là, et un os en dessous, avec une structure entre les deux. Et là, il faut retenir ce qui lie les os entre eux. Dans la classe d'anatomie, ce sont des fils de fer qui permettent à Oscar de tenir debout, mais dans l'organisme, ce sont les ligaments. Ouais. Donc, chaque fois que vous avez de nombreux petits os dans le pied, dans la main, dans le genou, etc., les os ont une cohésion entre eux grâce à des structures qui s'appellent des ligaments et qui maintiennent les os ensemble. Donc, voilà, pour ceux qui sont en classe, voilà, on a vraiment le ligament ici, cette structure-là, qui est vraiment qui lie les deux os ensemble, alors que ce qui va attacher le muscle à l'os est le tendon. Donc ici, nous avons un tendon, et le tendon va relier le muscle à l'os. Ça fait partie des questions d'examen aussi, donc voilà, un tendon est une structure qui nécessite une plus grande souplesse que le ligament. Le ligament, il doit être suffisamment, je vais dire, avoir suffisamment de cohésion pour pouvoir maintenir les os en place, alors que le tendon joue comme un ressort pour mobiliser l'os, le muscle étant un tissu parfaitement élastique que l'on peut comparer à un ressort. Donc, au-dessus du tendon, nous avons en mauve le muscle. Pour que le muscle ne s'abîme pas sur des excroissances articulaires, vous avez des petits coussins qu'on appelle des bourses. Quand ces coussins sont atteints par une infection ou par une inflammation, on parle de bursites. Les bursites vont toucher le coude principalement, le genou bien sûr, et on peut avoir des inflammations. On parlera plus de capsulite au niveau de l'épaule, mais on peut avoir des inflammations de petits coussinets également. Le deuxième point qui va être important, c'est que si l'articulation n'était pas protégée, nous aurions des usures de l'os qui frotteraient les uns contre les autres. Donc l'articulation, c'est tout cet espace que nous avons entre les deux os, représenté en rose ici, et puis en bleu clair. En bleu clair, en bleu ciel, nous avons le cartilage. Le cartilage, c'est un tissu un peu flexible. C'est le tissu blanc que vous avez sur un os de poulet. Ça, c'est vraiment le cartilage. Les ménisques sont des petits coussins en cartilage, entre autres. Quand j'ai une déformation de ma posture, peut-être une jambe plus courte que l'autre, pour des raisons familiales, génétiques ou autres, je vais avoir évidemment des pressions beaucoup plus fortes sur un genou que sur l'autre, par exemple. Même chose au niveau des chaînes musculaires. Si mon vécu intérieur fait que j'ai des grosses tensions au niveau de certaines chaînes musculaires, je vais également avoir des zones de pression beaucoup plus importantes. Alors, dans un premier temps, le cartilage va s'user plus vite d'un côté que de l'autre. Et pour protéger l'os, l'organisme va fabriquer du cartilage supplémentaire. Vous avez ça quand une personne qui travaille dans le froid va avoir du rhumatisme articulaire déformant au niveau des doigts, et vous avez une grosse épaisseur au niveau des phalanges. C'est le cartilage qui va se développer pour protéger l'os, en quelque sorte.
Quand le cartilage s'use, on parle d'arthrose. Ça se voit à la radio, on fait une échographie et on voit que la couche de cartilage est usée, on parle d'arthrose. Ce n'est pas douloureux. Quand l'inflammation s'installe, on parle d'arthrite. C'est douloureux. Et l'inflammation va avoir quoi comme effet? De provoquer une régénération du cartilage qui va se mettre à grandir, à croître et à déformer l'articulation. Le deuxième outil qui va permettre de protéger cette articulation, c'est du gel à l'intérieur de l'articulation. Ce gel, ça s'appelle la synovie. C'est un liquide comme du plasma, mais colloïdal, un petit peu comme du gel d'aloe vera, que l'on va avoir dans l'articulation. Pour les personnes qui souffrent énormément du genou, de la hanche, certains médecins vont faire une prise de sang, vont centrifuger le sang pour récupérer les plaquettes. Et dans les plaquettes, on a un facteur de coagulation. Quand je me coupe, le sang va coaguler pour éviter que l'hémorragie. Et cette coagulation du sang, c'est un processus de gélification. Donc ces médecins vont récupérer les plaquettes du sang et vont les injecter dans la synovie de l'articulation pour permettre à ce liquide articulaire de gélifier et de protéger l'articulation. Ça permet de retarder de 5 ans, 10 ans une opération de la hanche, la pose d'une prothèse, entre autres, etc. Pour que le liquide reste dans l'articulation, il y a une membrane. Donc, le liquide, c'est la synovie. Vous connaissez l'épanchement de synovie. Et la membrane, c'est la membrane synoviale. Et puis, autour de la membrane synoviale, on a encore une deuxième membrane, c'est la capsule articulaire. Quand elle s'enflamme, on parlera de capsulite. Donc, pour ceux qui sont en classe, voilà. Ici, nous avons la membrane synoviale et là, nous avons la capsule. Voilà un petit peu pour cette articulation. Alors, voilà, l'os est faiblement irrigué par rapport à un muscle. Vous avez beaucoup plus de sang dans un muscle que dans un os. Vous avez évidemment la moelle à l'intérieur de l'os. Vous avez des petits vaisseaux qui vont parcourir les tissus osseux. Mais j'ai envie de dire que la réparation de l'os est plus compliquée que la réparation du muscle à cause d'une moins grande vascularisation. Et puis vous avez, c'est moins important, mais comprenez que le cartilage qui est représenté sur ce schéma-ci, voilà, est constitué principalement de tissus conjonctifs avec une trame de collagène vraiment très importante, et c'est ce qui va permettre d'avoir un tissu suffisamment résistant et qui a les propriétés mécaniques nécessaires pour pouvoir protéger l'os. Donc, sur ce schéma-ci, en vert clair en bas, vous avez l'os, et puis au-dessus, vous avez le tissu conjonctif du cartilage. Quelles sont les principales huiles essentielles qui vont être intéressantes sur ce système ostéo-articulaire? Au niveau de l'os, il faut beaucoup d'humilité. En aromathérapie, on ne peut pas faire grand-chose. On peut calmer la douleur et on peut améliorer la circulation. C'est un peu tout ce que l'on peut faire, mais il faudra de la silice, il faudra des apports minéraux, il faudra des plantes qui permettent de régénérer l'os. Peut-être que parmi les huiles essentielles que nous avons étudiées cette année-ci, la plus utile à régénérer un os, c'est la carotte. C'est une huile essentielle qui, dans son génie, la carotte, dans son génie thérapeutique, la carotte est minéralisante. Il n'y a pas de minéraux. Comprenez, hein? Donc elle apporte une énergie de minéralisation, mais pas de minéraux.
Ce serait pour faciliter juste l'absorption des minéraux, donc c'est ça son rôle. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est bien ça. Les autres huiles essentielles intéressantes pour l'os, peut-être l'ilang-ilang sera utile pour les douleurs de l'os. Si vous vous rappelez, je l'ai évoqué pour les personnes qui ont un cancer avec des métastases des os. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un cancer. Si vous avez un jeune qui souffre d'une périostite, vous pouvez éventuellement envisager une huile de massage avec ylang-ylang pour atténuer les douleurs osseuses. Le périoste, c'est l'enveloppe, la membrane, la petite peau qui recouvre l'os. Et quand un jeune en pleine croissance fait du sport intensif, de la course notamment, il va avoir une inflammation de cette membrane. Ça s'appelle la périostite. Péri, ça veut dire autour, et os, oste, c'est l'os. Donc autour de l'os, périoste et périostite. Quand j'ai vu des jeunes de 11 ans, hein, quand on passait la main sur le tibia, c'était une tôle ondulée, quoi. Vraiment, le périoste était complètement soulevé avec de l'eau en dessous, et l'inflammation du périoste faisait qu'au lieu d'avoir un os bien lisse, ça devenait un os plein de néostructures, d'os, et vraiment comme une tôle ondulée, quoi. Et puis n'oublions pas qu'il faut une bonne microcirculation pour avoir un os en bonne santé. Donc dans les cas de fracture osseuse, on va rechercher à améliorer la microcirculation locale avec deux huiles essentielles, l'hélicryse que nous avons déjà étudié et le romarin acénéole que nous voyons tout à l'heure après la pause. Une autre grande huile essentielle de solidification osseuse, mais on ne l'étudie pas cette année-ci, c'est la myrrhe. Alors faites très attention, souvent au début on peut confondre myrte et myrrhe. Myrte, c'est la famille des eucalyptus, Myrtacées, et myrrhe, c'est un encens. C'est ce que les rois mages apportent à l'enfant Jésus, etc. Et la myrrhe, vous avez dit que c'était pour la myrrhe, c'est pour la solidification osseuse. Ouais. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des prédictions d'Edgar Cayce, etc. Il est surtout connu pour ses prédictions d'apocalypse, etc. Mais Edgar Cayce a donné quand même de nombreuses informations sur la médecine, la santé, et pour lui, la myrrhe est la meilleure plante de l'arthrose. Et puis bien sûr, parmi les huiles essentielles que nous avons étudiées, la gaultérie calme la douleur et le laurier noble ralentit la dégénérescence du cartilage. Je vous ai dit à l'échographie, on peut voir le cartilage qui est usé. Ça s'appelle l'arthrose. Dès qu'on a de l'arthrose, l'aurus nobilis ralentit le processus d'usure et de dégénérescence de ce cartilage. On les associe, hein. Gaultérie, laurier, c'est vraiment un couple. Et j'ai envie de dire que la myrrhe également, pour les problèmes d'arthrose, entre autres. Voilà, je pense que nous pouvons clôturer le sujet. Il y a encore une huile essentielle que j'aime beaucoup pour l'articulation et que nous n'étudions pas, c'est le copahu, le baume de copahu, C-O-P-A-H-U. Copaïfera, on l'appelle aussi copaïba, etc. C'est pour l'arthrose aussi. C'est un grand anti-inflammatoire.
Il va être surtout utile pour les problèmes inflammatoires. Donc, je pense plutôt, quand on ne parvient pas à trouver de solution avec des douleurs de l'épaule, la capsulite, les bursites, le kyste de Baker, etc. Ça, c'est une petite boule qu'on a dans le creux poplité. Voilà, c'est... Quand vous avez cette articulation-ci, vous pouvez avoir une déchirure de la capsule synoviale à l'arrière du genou, et donc un ébranchement de synovie, mais dans le creux poplité. Et alors, ça vous forme une espèce de boule, de kyste, qui empêche le genou de plier. Ça s'appelle le kyste de Baker. Et quand on essaye de plier le genou quand même, ben, ça exerce des pressions extrêmes sur les tendons et les ligaments à l'avant du genou. Et donc, c'est vraiment une des pathologies du genou principal, le genou qui ne s'est pas plié quand une personne ne sait plus se mettre à genoux, etc. L'eucalyptus citriodora, il serait pas bon ici aussi? Oui, oui, tout à fait. Donc, l'eucalyptus citriodora, on va le retrouver surtout, j'ai envie de dire que son génie, c'est ça. Donc, oui, oui, c'est ça. Donc, pour moi, l'eucalyptus citriodora, son génie thérapeutique, c'est vraiment ici, la tendinite, l'insertion du tendon. Voilà. Ça, c'est vraiment ça, sa toute grosse indication. Alors que, si vous voulez, une inflammation violente et passagère liée à un sport inhabituel, vous avez fait une partie de squash, de tennis ou que sais-je, que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, vous avez une violente inflammation, eucalyptus citriodora. Vous avez une inflammation chronique liée plutôt à l'arthrose, à l'usure, à l'âge, etc. On est plutôt avec le copaïphéra. Donc, les aldéhydes dans l'aigu, les sesquiterpènes dans le chronique. Alors, vous pouvez les associer, bien sûr. Hein. Ce n'est pas contre-indiqué, bien au contraire. Mais un peu plus d'aldéhyde dans l'aigu et un peu moins de sesquiterpènes, et dans le chronique, un peu plus de sesquiterpènes et un peu moins d'aldéhyde. Voilà, je vais jeter un petit coup d'œil sur la boîte de dialogue. Pour ceux qui sont à l'extérieur, voilà, je n'ai pas de questions particulières, donc je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, de clôturer ce chapitre sur le système ostéo-articulaire. J'ai pris un petit peu de temps parce que, bien sûr, à la maison, l'utilisation des huiles essentielles pour le confort des muscles et des articulations est quelque chose de particulièrement important et fréquent. Donc, il était nécessaire de bien comprendre de quoi on parle et afin de pouvoir choisir nos huiles essentielles à bon escient. Donc, je vous propose peut-être de prendre vos notes de cours à la page de cette fameuse lavande dite aspic. Voilà, je vais partager les photos de la plante. Ouais. Oh là là. C'est pas une bonne idée, ça. Ouais. Donc, pour cette lavande dite aspic, il y a tout d'abord un élément étonnant, c'est que la plupart des laboratoires ont appelé cette huile essentielle lavandula spica. Mais lavandula spica, c'est un nom qui n'est pas reconnu. C'est un nom qui est un synonyme,
Et en fait, c'est un synonyme qui, par beaucoup d'auteurs botaniques, est attribué à Lavandula angustifolia. Donc, c'est une appellation tout à fait impropre. Le nom latin correct de cette plante, c'est Lavandula latifolia. Lati, ça veut dire large, folia la feuille, et donc vous voyez que c'est une lavande avec une feuille plus large. On pourrait dire que dans une lavande angustifolia, la feuille va plus faire penser, est étroite et va plus faire penser à une forme un peu d'aiguille aplatie, alors que dans Lavandula latifolia, on a une vraie feuille un peu charnue. C'est ce que nous voyons ici, bien sûr. On a une feuille plus large. Voilà, Lavandula angustifolia veut dire lavande à feuilles étroites. Lavandula latifolia veut dire lavande à feuilles larges. On le voit également sur ce plan-ci, hein, une feuille plus large. Et nous retrouvons voilà, c'est la forme caractéristique. L'identification de cette lavande se fait par 2 points. La largeur de la feuille, bien sûr, mais aussi la ramification des épis. Dans une lavande angustifolia, une fleur, c'est une hampe florale unique. Dans Lavandula spica, on a des ramifications et la même hampe florale peut porter plusieurs fleurs. 2 pays producteurs principaux de cette lavande, c'est la France et l'Espagne. Voilà. On ne va pas aller chercher des lavandes aspic à l'autre bout du monde, alors que dans nos régions proches, on a 2 grands producteurs de lavande. C'est, par rapport à la Lavandula angustifolia, une lavande qui ne va pas supporter l'altitude. La lavande que nous avons étudiée, elle est de meilleure qualité au-dessus de 1000 mètres. Celle-ci, elle ne vit pas au-dessus de 1000 mètres. Pourquoi? Parce que la nuit, ça gèle. Et c'est une lavande qui ne va pas apprécier le froid et le gel, entre autres. Je vous ai dit qu'on reconnaissait la lavande aspic à ses ramifications. Et donc, vous voyez ici que sur l'hampe florale, on a vraiment des ramifications. Et ce sont ces ramifications qui sont caractéristiques des lavandins et de la lavande aspic. Pourquoi? Parce qu'un lavandin, c'est un croisement entre une lavande aspic qui lui donne ses caractéristiques et Lavandula angustifolia. Voilà, une plante qui supporte la sécheresse, qui supporte les climats rudes, arides, une plante qui n'a pas beaucoup besoin d'eau. C'est une plante qui paraît un petit peu voilà, minérale, en tout cas. Elle vit dans un biotope minéral. On a l'impression qu'elle n'a pas besoin de terre pour pousser, elle peut pousser dans la roche. Voilà, ça, c'est un petit peu l'image qu'elle donne dans son énergie, j'ai envie de dire. Sinon, à côté de ça, on a une fleur qui ressemble à la fleur classique de lavande. Peut-être que sont un peu plus espacés ces différents étages avec les fleurs sur l'épi. Et on voit très bien, j'ai choisi cette photo pour que vous ayez une bonne idée de l'endroit où vous allez la trouver, bien sûr, mais aussi parce qu'on voit très nettement ces ramifications qui sont assez caractéristiques. Si vous la rencontrez dans la nature, ça va être très difficile de l'identifier parce que faire la distinction entre une lavande aspic et un lavandin, c'est terriblement compliqué. C'est vraiment terriblement compliqué. Alors, aspic, c'est le nom d'une vipère, bien sûr. Donc, cette lavande, dite aspic en français, vient du nom d'une vipère. Pourquoi? Parce que c'est principalement dans le Pays basque, dans le pays cathare et dans les Pyrénées, quand vous avez des bergers, etc., qui emmènent leurs troupeaux dans la transhumance, etc., quand le chien ou
une brebis se fait mordre par la vipère, il prenait tout de suite la fleur de cette lavande aspic pour frotter sur la morsure. Et l'huile essentielle qui se trouve dans la fleur de lavande aspic va interagir chimiquement avec le venin, le polymériser et le neutraliser. Et en même temps, c'est une lavande qui est antalgique. Or, la morsure de vipère est particulièrement douloureuse et le camphre est un antalgique, mais il semblerait qu'au-delà de l'action antalgique de cette huile essentielle, vous avez un effet de polymérisation du venin. Donc voilà, on voit bien la glande à venin là derrière le doigt de la personne qui l'a attrapé. Voilà, donc une lavande qui porte le nom d'une vipère, c'est suffisamment remarquable pour se souvenir de l'intérêt de cette huile essentielle, soit les piqûres de guêpes, soit les piqûres d'abeilles, soit les piqûres de frelons, entre autres, etc. Je vais arrêter le partage. Nous avons la monographie à quelle page? Non, Voilà, donc une huile essentielle que je vais vous faire sentir, qui vient d'Espagne. Voilà. Oula, mon flacon est vide. Je vais faire sentir celle-ci, elle vient d'Espagne. Voilà. Dans cette huile essentielle, le cinéole est particulièrement discret. On va surtout sentir le linalol. Donc, on sent que c'est une lavande, hein, on peut ressentir et sentir ce linalol. On sent du camphre. Le camphre, à côté du cinéole, quand je sens le cinéole, il y a un côté froid qui me rappelle un petit peu l'éther. C'est tellement volatile que je sens que c'est froid. Quand je mets un produit qui s'évapore très vite, comme de l'alcool ou de l'éther sur la peau, je sens l'effet froid sur la peau. Et avec le cinéole également. Le camphre, au contraire, il y a une structure qui va vers un phénol, une structure cyclique qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a dans un phénol. Et le camphre, c'est chaud. Donc ce sont deux molécules qui sont souvent confondues, mais il y en a une froide et une chaude. Et puis à côté de ça, une fois que vous avez fait abstraction du côté lavande, du côté linalol et de la chaleur du camphre, vous sentez que ça monte dans le nez. Vous sentez cette lavande dans le nez, dans les sinus. Et ça, c'est le cinéole. Donc il y a trois principes actifs
qui sont presque aussi importants les uns que les autres, le linalol, le camphre et le cinéole. Vous reconnaissez une lavande? Ça vous semble évident qu'il s'agit d'une lavande pour une reconnaissance à l'examen, par exemple, ou pas? C'est une lavande beaucoup plus masculine d'un point de vue olfactif que celle que nous avons déjà étudiée. Et j'ai envie de dire que si je vous donne un mot-clé, on pourrait dire que c'est la lavande respiratoire. Si, il m'est arrivé d'avoir au téléphone un pharmacien qui a une prescription d'inhalation pour quelqu'un d'enrhumé. Il n'a jamais fait de préparation à base d'huile essentielle et le médecin n'a pas précisé. Il veut un thym, une lavande, un eucalyptus. Voilà. Je mets la lavande aspic dans une inhalation parce que c'est la lavande respiratoire. L'autre, elle est nerveuse. Quand j'ai un rhume, j'ai un problème respiratoire et pas un problème nerveux, donc je ne vais pas mettre la lavande officinale, mais la lavande aspic. Jetons un petit coup d'œil donc à la page 97 sur le triangle de cette huile essentielle. Nous avons des monoterpènes précurseurs, un peu plus de 5%. Mais ce qui va être important, c'est 30% de linalol. J'ai envie de dire que le taux de linalol dans les lavandes est assez constant. Plus ou moins 30% dans une lavande, plus ou moins 30% dans un lavandin, et plus ou moins 30% dans une lavande aspic. Le 1,8 cinéole, j'en ai un peu moins de 30%. Donc j'ai un peu plus de 30% d'inalol et un peu moins de 30% d'eucalyptol, de cinéole. Et puis, on va compléter tout ça par une cétone que nous n'avons pas encore étudiée, c'est 10-15% de camphre. C'est pas énorme, mais olfactivement, oui, le camphre, il est bien présent. J'ai envie de dire que plus il fait chaud et plus on va récolter la plante tard dans l'année, plus on a des chances d'avoir un taux de camphre important. Un principe actif minoritaire remarquable, des coumarines, comme dans toutes les lavandes. Imaginez, c'est pas une question de mémoire. On me demande ce qu'il y a dans une lavande aspic, en termes de molécules, etc. C'est une lavande. Donc je sais qu'il y a du linalol, comme dans toutes les lavandes. Dans la lavande, quel est le principe actif majoritaire de la lavande angustifolia que nous avons étudié? Les esters. L'acétate de linalyle. Donc je sais que j'ai de l'acétate de linalyle. C'est normal, c'est une lavande. Donc même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Après, je dois retenir l'eucalyptol, le cinéole, c'est la lavande respiratoire, bien sûr. Et inversement, si on me demande ce qu'il y a comme molécule dans la lavande angustifolia, je pourrais vous dire qu'il y a un petit peu de cinéole. Pas beaucoup, mais c'est une lavande comme la lavande aspic, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de cinéole. Et toutes les lamiacées, je vous l'ai dit, contiennent un peu de bêta-caryophyllène. Donc je pourrais vous dire qu'il y a, comme dans toutes les lamiacées, un peu de limonène, un monoterpène, un peu de bêta-caryophyllène, un sesquiterpène, etc. Donc il y a une logique, c'est pas par hasard que les plantes vont se mettre à sécréter telle ou telle molécule. Elles appartiennent à une famille et la famille est spécialisée dans la fabrication de certains types d'actifs aromatiques, entre autres, etc.
Quelles sont les propriétés principales de cette lavande? Comprenons son génie. Oui, elle contient des cinéols et du camphre. Ce sont deux molécules respiratoires. Donc, les propriétés de cette lavande, c'est de faciliter l'expectoration. C'est mucolytique, l'otite, mais j'ai envie de dire aussi le gras et le pus dans un furon. Ça va aider à faire mûrir et à dissoudre un petit peu cette espèce de kyste quand le furoncle a du mal à, je vais dire, à mûrir. C'est un anti-infectieux moyen, donc ce n'est pas un antibiotique comme nos huiles essentielles à phénol, mais au niveau de la peau, elle a des propriétés antimycosiques, anti-infectieuses, anti-acnéiques, principalement le linalol, qui va être un antibactérien. On lui retrouve des propriétés musculaires assez intéressantes, alors que la lavandula angustifolia sert plutôt à relâcher un muscle qui est beaucoup trop contracté à cause du stress. La lavande aspic va être plus tonique du muscle que décontractante et va relâcher plutôt un muscle qui est dur à cause de l'effort physique. La lavandula angustifolia, c'est une lavande émotionnelle et nerveuse. Lavandula spica, lavandula latifolia, la spic, c'est une lavande physique. Et quand j'ai trop marché, trop couru, c'est physiquement, c'est pas émotionnellement. Donc je vais relâcher un muscle dur à cause de l'effort avec une lavande aspic. Je vais relâcher un muscle dur à cause du stress avec une lavandula angustifolia. Le camphre et l'eucalyptol sont deux antalgiques. Donc on va retrouver des propriétés antidouleurs dans cette lavande, dans des huiles de massage d'arthrose, de problèmes articulaires bien sûr, dans les douleurs dentaires, en massage de la joue, dans des douleurs de l'otite, de la sinusite. Au niveau des données toxicologiques, ce qui est intéressant, c'est que c'est une lavande, je vais dire, moins sûre d'emploi que la lavandula angustifolia. Le cinéole et le camphre à très haute dose peuvent être neurotoxiques. Donc, j'ai 5 grammes par kilo de poids corporel pour la lavandula angustifolia, la dose mortelle chez le rat. Et ici, avec cette lavande aspic, on est à 3 grammes 8 environ. Au niveau oral, j'ai envie de vous demander de peut-être corriger, de ne mettre qu'un plus au niveau de la voie orale. Tout dépend si on se place en termes de toxicité ou en termes de valeur thérapeutique. En termes de toxicité, elle n'est pas très toxique par voie orale, mais elle est peu efficace. Son génie thérapeutique, c'est vraiment la voie externe. C'est là qu'elle est principalement utilisée. J'utilise très rarement la lavande aspic en interne. Vraiment, c'est rarissime, ça a vraiment peu d'intérêt. Et en diffusion atmosphérique, oui, elle est intéressante, bien sûr. Je mettrais plutôt 2 plus en atmosphérique et un seul par voie orale. Son génie thérapeutique, il n'y a rien à faire, c'est la voie transcutanée. En même temps, c'est une essentielle qui est très intéressante parce qu'elle sent bon.
parce qu'elle est polyvalente, mais j'ai envie de dire c'est un second couteau. Cette lavande aspic, c'est pas une huile essentielle remarquable, c'est pas la meilleure huile essentielle dans une indication. Je peux pas vous dire que c'est la meilleure pour l'otite, c'est la meilleure pour la sinusite, c'est la meilleure pour la bronchite, le rhume ou que sais-je. Elle est utile, elle est intéressante, mais son génie, c'est d'être complémentaire, de venir compléter, rendre la formule un peu plus agréable d'un point de vue olfactif. Quand j'ai mal à l'articulation, les huiles essentielles principales, c'est Gaultérie, eucalyptus citronné. Et si je mets de la lavande aspic, c'est en complémentaire. Ça va améliorer l'odeur de mon mélange, ça va compléter l'activité de mon mélange, mais ce n'est pas la principale. Si j'en utilise qu'une, j'utiliserai que la Gaultérie. Vous comprenez? Les précautions d'emploi, ben, un taux de cinéole qui fait que chez le tout jeune bébé, on l'utilise avec prudence. Il n'y a pas de risque de convulsion. Il y a du camphre également. Voilà, il ne faut pas en abuser certainement. Mais la formule est assez équilibrée parce que le camphre et l'eucalyptol sont des molécules dont la neurotoxicité est contrôlée par les sesquiterpènes, par les traces d'ester, entre autres. Et le linalol, c'est une molécule anxiolytique GABAergique. GABA, c'est un neuromédiateur, peu importe, c'est l'acide gamma-aminobutyrique, mais c'est le neuromédiateur qui est impliqué dans les convulsions et dans l'épilepsie. Et le fait d'avoir cette molécule dans l'huile essentielle fait que l'enfant ne va pas convulser avec une lavande aspic, c'est impossible. Maintenant, voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas les huiles essentielles, qui les utilisent n'importe comment, et il faut rester prudent avec cette huile essentielle. J'espère que vous me comprenez bien. Je suis obligé de donner cette précaution d'emploi parce que l'huile essentielle contient du camphre et de l'eucalyptol, mais le risque n'existe pas quand on utilise l'huile essentielle totale. Quelques exemples à la maison. Ben, la lavande aspic, c'est principalement comme anti-infectieux cutané pour les petits bobos qui risquent de s'infecter. C'est une essentielle de vacances, j'ai envie de dire. Autant c'est une essence qui n'a pas énormément d'intérêt thérapeutique, autant je ne pars pas en vacances sans elle. Pourquoi? Ben, une petite blessure, on s'est écorché le pied, on a fait de la voile, on a marché pieds nus sur les rochers ou que sais-je, on a le pied un peu blessé. C'est un anti-infectieux, c'est un cicatrisant. Elle est utile pour les piqûres d'insectes, piqûres de méduses, piqûres d'abeilles, de guêpes, etc. Voilà. C'est un antidouleur, une névralgie dentaire, une douleur articulaire, une douleur musculaire. Elle est précieuse, elle sent bon, elle est facile à utiliser. J'ai envie de dire que si vous n'avez rien d'autre, même un coup de soleil, vous mettez un petit peu de lavande aspic dans une huile végétale de millepertuis et elle vous donnera beaucoup de satisfaction. Ici, affection pulmonaire bénigne, donc j'ai envie de dire qu'elle diminue les risques convulsifs chez un bébé qui ferait une forte fièvre d'un eucalyptus. Donc, il vaut mieux ne pas frictionner des eucalyptus seuls sur la cage thoracique d'un enfant qui fait une bronchiolite et qui a une fièvre assez élevée. Il vaut mieux l'associer avec une lavande aspic qui va être un mucolytique complémentaire. Dans un eucalyptus, je n'ai que de l'eucalyptol. Dans une lavande aspic, j'ai l'eucalyptol plus le camphre. Et le camphre, vous verrez, c'est un très bon mucolytique également. Donc, ça veut dire que j'apporte un principe actif expectorant en plus. Et en même temps,
l'odeur est agréable, la tolérance cutanée est très bonne, et cette lavande va diminuer l'effet potentiellement convulsif de l'eucalyptus chez le bébé. Voilà pourquoi on aime bien l'utiliser dans un mélange d'huile essentielle comme immunéole. Nous avons cette lavande aspic. Ça améliore l'odeur de notre produit, ça améliore sa tolérance cutanée, ça complète ses effets expectorants et ça diminue les risques convulsifs liés au cinéole chez la personne qui aurait une tumeur cérébrale, qui serait épileptique ou autre. Excusez-moi, monsieur, une petite question. Oui. S'il vous plaît. Pour la brûlure, pour la lavande aspic, la lavande angustifolia est quand même plus. Oui, oui. Ouais, plus oui, bien sûr, la Lavandula angustifolia est vraiment plus spécifique, je pense, de la brûlure. En tout cas, les résultats que nous avons eus à la cuisine, par exemple, avec la lavande angustifolia, dans certains cas, c'est vraiment très impressionnant et exceptionnel d'efficacité. Plus que la lavande aspic. La lavande aspic va, j'ai envie de dire, dans un deuxième temps, parfois avoir des effets cicatrisants intéressants et antalgiques en cas de douleur. Au niveau des poussées dentaires de l'enfant ou des douleurs névralgiques, parfois quand les dents poussent, elles se font de la place, etc. L'enfant a des rages de dents et la consultation chez le dentiste n'a montré aucune carie. Et pourtant, l'enfant a mal. Ce sont des douleurs de type névralgique. Et cette lavande aspic avec un romarin acénéole est très intéressante, pas sur la gencive, bien sûr, mais sur la joue de l'enfant. Pour éviter que la joue sèche et ne s'irrite, vous mettez un petit peu d'huile végétale également. Même pour une poussée dentaire en nourrisson. Oui, 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 bien sûr. Il nous reste à décrire un petit peu la caractérologie et le tempérament de ce personnage, de cette huile essentielle. Cette huile essentielle, j'ai envie de vous la comparer avec le thym athymol. Qu'est-ce qu'elle partage avec le thym athymol? C'est un côté un peu bourru, c'est un côté un petit peu vivre dans la nature, en autarcie, préférer la compagnie des vaches, des moutons à celle des hommes. Ça, ce sont un petit peu les points communs. La grande différence, c'est que le thym athymol est vraiment un homme de la terre. Il a un ancrage très fort. Il est très attaché à son terroir, à son territoire. Et il est très efficace de ses mains. Donc, c'est un artisan dans le sens artistique du terme. Il a de l'or dans les doigts. Voilà. Vous avez des agriculteurs qui ont un meilleur diagnostic presque que le vétérinaire qui vient de la ville, etc. Au toucher, etc., il connaît ses bêtes. Il les connaît tellement bien que quand le vétérinaire arrive, il lui dit ce qu'elle a, ce que la vache a, etc. Voilà. Ça, c'est le thym athymol. Lavandula spica, regardez son triangle. Cinéole, camphre. C'est un intello. Lui, si vous voulez, il intellectualise sa vie à la nature. C'est un ancien universitaire. Il a fait des études peut-être pour faire plaisir à papa et maman, dans le monde bancaire, dans le droit, dans le monde des affaires, du commerce, etc. C'est peut-être un ingénieur commercial, c'est peut-être un comptable, un banquier, etc. Et puis il en a une main, ras-le-bol de tout ce monde de l'entreprise, de ses requins, des clients, du fric, etc.
son rêve, c'est de ne dépendre de personne. Il y a un côté révolté dans le sens où payer des impôts, ça l'enrage, etc. Et son rêve, c'est de ne plus dépendre de personne, de plus devoir payer pour l'électricité, de payer pour l'eau, de la puiser lui-même dans la nature, de pouvoir produire sa viande, ses médicaments, ses légumes, son tabac, voire plus si affinité. Donc il y a le côté quand même ancien de mai 68, cette révolte, il était interdit d'interdire, sous les pavés la plage. Voilà, c'est un ancien de mai 68 et donc après ses études universitaires, il s'est lancé dans le monde des affaires et puis voilà, dégoûté par ce monde, il est parti dans le sud de la France, élever des chèvres pour faire du fromage de chèvre, cultiver un petit peu d'herbe, etc. Le Larzac, l'Ariège, tous ces... Voilà, toutes ces terres un petit peu voilà, particulières et privilégiées. Mais c'est un contestataire, c'est pour ça qu'il n'aime pas trop la compagnie des hommes, il est un peu bourru, etc. Mais il y a un côté écolo, mais pas dans le sens politique, hein, parce qu'il est anti-système et plutôt révolté. Mais par rapport au Tintimol, c'est plutôt un théoricien. Donc c'est plutôt un théoricien de l'autarcie, du survivalisme, de ces mouvances un petit peu. Il a un mépris pour les valeurs de la société et il a envie de quelque chose de plus naturel, mais voilà, avec ses contradictions. Avec ses contradictions, pourquoi? Parce que il y a un retour à la nature, mais voilà, il peut malgré tout continuer à fumer voilà, du tabac, de l'herbe, peu importe. Mais... Donc, ce qui est intéressant, je vous parlais tout à l'heure de comparaison, ce qui est très intéressant, c'est de justement savoir quelles sont les essences proches et de, quand vous avez envie d'utiliser un Tintimol, de vous poser la question, oui, mais est-ce que c'est pas plutôt la Vendula spica? Et vice-versa. Et de voir les deux, de voir est-ce que le mode de fonctionnement est plutôt hypophysaire ou surrénalien. Le Tintimol, c'est un physique, c'est un surrénalien. Il est ancré. La Vendula spica, il est plus flyé, il est plus dans l'intellect, il a moins les pieds sur terre, il est plus dans l'idéologie que dans l'incarnation. Vous voyez un petit peu la différence entre les deux personnages et ce qui va nous permettre un petit peu de les comprendre et de les utiliser. Globalement, on utilise peu la Vendula spica en caractérologie, ce n'est en tout cas pas vraiment une huile essentielle de demain. Elle peut aider certaines personnes qui vivent mal la société actuelle et qui en même temps vivent dans la croyance qu'ils n'ont pas le choix. Donc le côté matérialiste et le côté fric de l'entreprise, etc., peut être très pesant pour certains individus, mais en même temps, ils n'imaginent pas qu'il soit possible de se révolter, de s'en passer, de voir les choses différemment, etc. Donc, dans ce cas-là, la Vendula spica peut être l'huile essentielle qui va apporter une certaine révolte, un certain déclic et accélérer un processus en cours. Tout ça, c'est évidemment la sensibilité et l'art du thérapeute qui va proposer une information, mais certainement pas induire. Il n'y a pas une bonne solution, une bonne voie. Chacun a sa voie, doit la découvrir, mais parfois, il y a des blocages
des blocages qui sont liés voilà, à un cordon ombilical qui n'est pas rompu ou des différentes choses et que les huiles essentielles vont être permissifs, vont apporter une information que la personne a le choix d'intégrer ou pas, d'utiliser ou de rejeter en tout cas, etc. On l'utilisera également quand il y a en huile essentielle d'aujourd'hui, quand la personne manifeste ce côté un petit peu révolté, à condition que ça soit un problème ou une source de problème. On a des amis très chers qui ont été un peu nos mentors, qui étaient beaucoup plus âgés que nous, qui sont décédés aujourd'hui et qui ont vécu vraiment cette vie. Lui travaillait, avait un poste de cadre aux papeteries Genval, entre autres. Et puis ils ont tout plaqué. Ils avaient quand même 5 enfants et ils ont été élever des chèvres et créer une ferme dans le Larzac. Mais ils ne s'imaginaient pas la dureté, etc. D'abord les enfants adolescents qui voilà, préféraient vivre peut-être en ville que, que de vivre avec des chèvres et des poules. Et puis d'autre part, voilà, la dureté de la vie de fermier, c'est un métier à apprendre. On ne s'improvise pas fabricant de fromage de chèvre du jour au lendemain. Et puis l'hostilité des habitants, hein, parce qu'on est étranger. Hein, donc voilà, le racisme, voilà, il est partout et il est même franco-français. Je peux vous dire, pour avoir habité quelques années en France, j'habitais un village qui s'appelait Andouillé, qui portait très bien son nom. Il y avait 2, 3 commerces qui représentaient un petit peu l'âme d'un village à moitié déserté, dont un bar tabac qui servait de librairie, de bar. Il faisait peut-être petite restauration, et puis il vendait des cigarettes, du tabac, etc. Mais le couple qui tenait ce bar tabac depuis certainement 15-20 ans venait de 30 kilomètres. Il venait de Château-Gontier. Enfin, c'était l'étranger. C'était l'étranger, il était jalousé. C'était embêtant que quelqu'un vienne voilà, faire son beurre là dans un village qui n'est pas le sien. Lui qui vient de Château-Gontier, vous imaginez 30 kilomètres, c'est comme les Montois ou les Bains-Choux pour nous, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu donc, quand c'est problématique, parce que ces changements de vie peuvent être voilà, source de difficultés qui n'avaient pas été envisagées et prévues. Dans ce cas-là, cette huile essentielle peut prendre conscience de cette révolte et voilà, parfois du côté un peu Don Quichotte de ce côté un petit peu contestataire et révolté de la ambulance piquante. Voilà pour cette huile essentielle. Je ne sais pas si vous avez des questions. Elle s'associe assez facilement avec beaucoup de choses. Il n'y a pas de contre-indication d'association. C'est une essence qui peut se marier aussi bien avec des bois qu'avec des fleurs, avec des hommes qu'avec des femmes, avec du froid qu'avec du chaud. Voilà, une essence agréable et assez facile à associer, sauf peut-être plus par voie orale, bien sûr. Je vous propose de faire une petite pause. On va faire une pause d'un quart d'heure. On reprend à 10h45 avec Rosmarinus, un huitzinéole.
Et donc, on continue à avoir le cerveau avec aussi qui est quand même mais simplement, ça fonctionne, ça fonctionne. Ça m'arrive il y a et maintenant, je suis Voilà, je vous propose de reprendre, donc si vous voulez. Donc, je vous invite à prendre la page de votre syllabus à la page de la monographie du romarin. Faites attention, il y a 3 romarins différents dans le syllabus. Donc, nous allons aujourd'hui étudier évidemment le romarin à cinéole, puisque c'est la molécule chimique que nous étudions maintenant depuis quelques semaines. Je ne vous ai pas fait un petit rappel des différentes propriétés du cinéole. J'espère que c'est maintenant clair. Le cinéole, c'est un fluidifiant des sécrétions qui permet d'expectorer, d'hydrater. Et ce cinéole va faire sortir l'eau de la muqueuse. Pourquoi il y a de l'eau dans la muqueuse? Parce qu'elle est enflammée. Comme elle est enflammée, elle est rouge et gonflée. Que ce soit le nez, en cas de sinusite, que ce soit la muqueuse de la trachée ou des bronches, entre autres, etc. Donc, ça fluidifie les sécrétions, mais en même temps, ça dégonfle la muqueuse. Donc, cette propriété s'appelle décongestionnante. Les autres propriétés circulatoires, activateurs métaboliques, jusqu'aux convulsions dans certains cas, et antalgiques. Tout ça, nous l'avons déjà vu, vous l'avez déjà dans vos notes. C'est une mémorisation. J'ai envie de dire que la dernière grande propriété, c'est antiasthmatique. On l'a appelée antileucotriène. Voilà. Douleur, asthme, circulation, activer le métabolisme, fluidifier les sécrétions et décongestionner la muqueuse. Ça, c'était la principale propriété de la molécule. C'est la dernière huile essentielle à cinéole majoritaire que nous étudions. Alors, cette huile essentielle, je vais garder le nom Rosmarinus officinalis parce que si vous allez utiliser le vrai nom de la plante en pharmacie ou en magasin, on va vous regarder avec des yeux de merlan frit et on ne saura pas de quoi vous parler. Cette plante s'appelle Salvia. C'est une sauge. Salvia rosmarinus est le nouveau nom botanique depuis 2017 de ce Rosmarinus.
Donc les romarins sont des sous-espèces de sauge. Ça, c'est d'un point de vue botanique. Mais évidemment, les pharmacologues, les monographies des pharmacopées européennes utilisent toujours l'appellation traditionnelle de Rosmarinus officinalis. Alors, nous avons 3 schémotypes qui sont présents auprès de tous les laboratoires sérieux en Belgique. Le schémotype à cinéole majoritaire, une spécificité biochimique à camphre majoritaire et une spécificité biochimique que nous voyons la fois prochaine et qui est la foire d'empoigne. C'est une spécificité biochimique à acétate de bornyle, mais aujourd'hui, le marché est inondé de romarins à verbenone de mauvaise qualité qui sont plus toxiques que bénéfiques et qui nous viennent d'Afrique principalement. Cette plante fait vraiment partie des plantes majeures de la pharmacopée de chez nous. Ce n'est pas une plante chinoise, ce n'est pas une plante ayurvédique, mais c'est une plante qu'on a retrouvée dans les tombeaux des pharaons, dans l'Égypte antique.